L'Amérique du Sud, un des 7 continents, est de taille moyenne. Elle est plus petite que l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Nord et compte 12 pays, dont une puissance régionale et 11 nations plus petites. Certaines sont grandes et puissantes, d'autres petites et pauvres. Certaines ont des dirigeants controversés, d'autres ont des gouvernements démocratiques stables. C'est un continent, mais ses nombreux résidents sont tous sauf unis. Mais qu'arriverait-il si c'était le cas? Autrefois, un autre ensemble d'États plus petits s'est uni, les 13 colonies originales des États-Unis. Fondés par diverses puissances européennes, ils étaient constitués de différentes ethnies et avaient des intérêts économiques distincts. Malgré leurs désaccords, ils pensaient être bien plus forts ensemble qu'en étant séparés. Et ça a plutôt bien fonctionné. Alors, que se passerait-il si les pays d'Amérique du Sud décidaient de s'unir en un immense États-Unis d'Amérique du Sud? Pour commencer, les nouveaux États-Unis d'Amérique du Sud seraient grands, vraiment grands. L'Amérique du Sud a une superficie de près de 7 millions de miles carrés. Presque tout cela est des États souverains, à part un petit territoire dans le nord et quelques îles à proximité. En comparaison, la Russie possède un peu plus de 6,5 millions de miles carrés sur tout son territoire, ce qui ferait des États-Unis d'Amérique du Sud le plus grand pays du monde, pour l'instant. La Russie pourrait décider de consolider son territoire en absorbant certains pays voisins, alors restez vigilants. La taille d'un territoire ne signifie pas forcément sa puissance, sinon le Canada serait plus influent. Comment ce nouveau pays se comparerait-il ailleurs? L'Amérique du Sud est une nation densément peuplée avec environ 423 millions d'habitants actuels. Ils sont majoritairement en ville. Le Brésil compte plus de la moitié de la population du pays. Comparativement, les États-Unis ont environ 332 millions d'habitants, plaçant l'Amérique du Sud parmi les 3 pays les plus peuplés. Toutefois, même unis, ils ne rivaliseraient pas avec les 2 premiers. Mais les gens eux-mêmes ne sont pas non plus synonymes de pouvoir. Beaucoup des pays les plus peuplés du monde ont un sérieux problème de pauvreté. Alors, en quoi les États-Unis d'Amérique du Sud se démarquent-ils dans un autre domaine? L'argent régit le monde. Pour évaluer la puissance d'un nouveau pays, nous devons considérer sa richesse, principalement déterminée par son produit intérieur brut. Produit intérieur brut. Les États-Unis mènent la course avec une avance assez confortable, avec la Chine qui lui talonne fréquemment les talons. Le Japon est 3e, produisant environ un quart de ce que la Chine produit annuellement. C'est donc une course à 2, avec tous les autres loin derrière. Mais sûrement que l'union de 12 nations différentes leur donnerait une chance de se battre. Le produit intérieur brut nominal sud-américain est d'environ 3,6 billions de dollars, le classant 5e après l'Allemagne. Toutefois, comme la population, la majorité provient du Brésil, qui compte pour plus de la moitié du produit intérieur brut du continent. Ainsi, les États-Unis d'Amérique du Sud seraient un pays très grand et assez puissant en termes d'économie. Et les gens? Un autre facteur unissant les habitants d'un pays est généralement leur langue. Cependant, nous voyons de plus en plus aujourd'hui des pays multilingues. Les États-Unis n'ont pas de langue officielle, et les enclaves hispanophones sont de plus en plus courantes. Dans des lieux locaux tels que Chinatown à New York, le cantonais et le mandarin sont probablement aussi présents que l'anglais. Pourtant, une langue centrale existe souvent dans ces endroits, mais pas toujours. Certains pays comme la Suisse ont plusieurs langues officielles, et la situation serait encore plus compliquée en Amérique du Sud. L'histoire moderne de l'Amérique du Sud a été principalement écrite avec l'arrivée des colons européens, bouleversant la société indigène. Ils ont amené leur langue, mais comme ailleurs, pas seulement une seule. Différents pays ont colonisé différentes parties du continent. Cela signifie qu'aujourd'hui, la langue principale dans la petite nation de la Guyane au nord est toujours l'anglais, tandis qu'à côté, au Suriname, ils parlent néerlandais. La Guyane française, territoire français, parle naturellement sa langue maternelle. L'espagnol est parlé en Argentine, Chili, Colombie, Venezuela, Pérou, Bolivie, Paraguay, Uruguay et Équateur. Le Brésil, cette immense nation, a été colonisé par le Portugal et continue principalement de parler portugais, rivalisant presque avec l'espagnol comme langue la plus fréquemment parlée dans le pays. Mais la situation avec les langues est encore plus compliquée que cela. Malgré les efforts de certains conquistadors, les cultures indigènes d'Amérique du Sud ne sont pas totalement éradiquées. Des centaines de tribus subsistent, certaines intégrées dans les sociétés majeures, d'autres conservant leurs anciennes manières de vivre, leur langue et traditions. Le Quechua et le Guarani, 3e et 5e langues les plus parlées sur le continent, sont 2 langues indigènes parlées au Pérou, en Bolivie, en Argentine, au Chili, en Colombie, au Paraguay et en Équateur. Une autre langue native, l'Aymara, compte plus d'1 million de locuteurs en Bolivie et au Pérou. Le Brésil a aussi des versions uniques de l'italien et de l'allemand, le talian et le hunsrück, parlés par plusieurs millions de personnes. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg.
Le Brésil compte 218 langues indigènes, dont beaucoup appartiennent à de petites tribus qui ont peu d'interaction avec le reste du pays et même avec d'autres tribus. La Colombie à elle seule compte 101 langues indigènes. Des pays tels que le Pérou et le Chili ont un grand nombre d'immigrants installés, aboutissant à une présence notable de langues comme le japonais et l'arabe. C'est l'un des continents avec une grande diversité linguistique. Mais comment un nouveau pays pourrait-il trier toutes ces langues pour créer une société cohérente? La clé du succès pourrait venir du Nord, très au Nord. Au Canada, l'anglais est majoritairement parlé, sauf au Québec où le français prédomine. Le pays a 2 langues officielles, avec un statut spécial pour certaines langues indigènes. Au Canada, le français est souvent imprimé à côté de l'anglais. Sur des choses aussi simples qu'un sac de bonbons, presque chaque mot sera traduit. Si vous allez au Québec, le français est en haut de chaque panneau. Une stratégie semblable pourrait être applicable en Amérique du Sud, où l'espagnol et le portugais, ayant chacun plus de 200 millions de locuteurs, sont les langues officielles. Avec l'augmentation des voyages entre régions grâce aux frontières ouvertes, les deux partageraient l'espace sur les documents officiels et les panneaux pour éviter toute confusion lors du passage de la frontière vers le Brésil. Mais cela ne fait qu'effleurer la surface. Le Suriname et la Guyane, avec leurs langues principales différentes, pourraient probablement poser un problème. Pour éviter la confusion, l'anglais et le néerlandais pourraient être ajoutés comme langue spéciale, avec le quechua et le guarani. La fusion de 12 pays en un implique du travail, notamment l'utilisation de 6 langues officielles sur les documents officiels, parlées par plus de 10 millions de personnes au total. Mais cela n'est rien comparé aux prochains problèmes auxquels cette nation serait probablement confrontée. À quoi ressemblerait un gouvernement d'une Amérique du Sud unie? Face à d'autres continents, les défis pourraient être moindres. Freedom House indique que l'Amérique latine est dominée par des démocraties libres. 8 des 12 pays du continent sont classés comme libres. La Bolivie, le Paraguay et la Colombie, classés partiellement libres, éprouvent des difficultés démocratiques et un certain chaos politique, incluant un récent coup d'État en Bolivie suite à la tentative du président d'abolir les limites de mandat. Son parti a ensuite gagné les élections contre ceux qui l'ont renversé et emprisonné le nouveau président. Mais même ainsi, 11 des 12 pays d'Amérique du Sud sont assez habitués à voter. Mais il y a toujours une exception. Bienvenue au Venezuela, l'un des pays les plus troublés du monde. Il a élu son premier président de gauche au début des années 2000, mais après sa mort et son remplacement par son successeur choisi, Nicolás Maduro, les choses se sont rapidement dégradées. Bien que le pays soit ostensiblement une démocratie, de moins en moins de personnes y croient. Face à une forte inflation, des manifestations intenses et une oppression politique croissante, le peuple semble prêt à voter contre Maduro. Mais il semble remporter chaque élection avec une large marge. Quand l'opposition a contrôlé la législature visant à destituer Maduro, il les a aussitôt arrêtés. Le tribunal suprême accroît ses pouvoirs, réécrit la Constitution et de nombreux leaders de l'opposition sont emprisonnés. Beaucoup de pays occidentaux voient le leader de l'opposition comme le vrai dirigeant du Venezuela. Mais Maduro n'est pas prêt de céder le pouvoir. Alors, comment intégrez-vous cela dans un seul pays? Avec des centaines d'années d'indépendance et le développement de cultures distinctes, il serait presque impossible de surmonter les différences culturelles et politiques entre les 12 pays. Ainsi, un modèle possible qui pourrait être mis en œuvre ressemblerait à quelque chose entre la République des 50 États des États-Unis et la Confédération créée dans l'Union européenne, permettant à chaque ancien pays ou État de maintenir le contrôle de leur propre politique interne, tout en mettant en place un système plus large de lois qui régirait tous. Une législature centrale réunirait des représentants des 12 pays pondérés selon la population. Ainsi, le Brésil augmenterait son influence sur les affaires continentales, bien que les pays hispanophones puissent former un bloc pour renforcer la leur. Et cela créerait une solution au problème du Venezuela. Si le Venezuela rejoignait l'Union sud-américaine, il pourrait envoyer des représentants aux organes de gouvernance continentaux, et Maduro resterait probablement gouverneur de la région. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Chaque pays, y compris le Venezuela, doit respecter les lois adoptées, en particulier celles sur la liberté de réunion et la supervision du processus de vote. Si les observateurs nationaux supervisent l'élection, l'opposition pourrait prendre le pouvoir. Si Maduro continue à subvertir la démocratie, il pourrait être arrêté par les autorités fédérales. Mais où se trouverait réellement cette législature? Les approches des pays diffèrent concernant les capitales. Certaines, comme Paris et Londres, sont de loin les plus grandes villes de leur nation et sont pratiquement synonymes du pays. D'autres, comme Washington, district de Columbie, sont plus petites et principalement dédiées aux affaires gouvernementales. Aux États-Unis, D.C. est un district spécial indépendant de tout État. Ces facteurs devraient être considérés pour choisir la nouvelle capitale sud-américaine.
Les villes de Buenos Aires et Sao Paulo en Argentine et au Brésil sont de loin les plus grandes du continent et pourraient plaider en faveur de l'obtention de cet honneur. Si elles le souhaitent, en tant que grandes nations du continent, elles finiront par lutter pour le droit d'avoir la capitale continentale chez elles. Il serait donc mieux de choisir une ville d'une petite nation. De nombreux facteurs devraient être considérés pour ce choix. Beaucoup de grandes villes sud-américaines ont de sérieux problèmes de criminalité liés aux gangs et au trafic de drogue. Héberger les législatures du pays présente un risque de sécurité majeur. Le Venezuela est bien sûr exclu en raison de sa stabilité politique et la Colombie a toujours un problème de sécurité majeur en raison des conflits entre les groupes de guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie et les groupes paramilitaires de droite, souvent soutenus par le gouvernement. Lima, Pérou, une des plus grandes villes du continent, pourrait être un bon candidat grâce à son taux de criminalité modéré. Malgré le problème persistant de criminalité de rue, le taux de meurtre de la ville est moins élevé que la plupart de ses voisins. Mais à quoi ressemblerait réellement cette législature? Le climat politique sud-américain peut être instable. Comme la plupart des pays, chaque nation a tendance à varier dramatiquement en politique, l'extrême gauche et droite se disputant fréquemment le pouvoir. Le Brésil, actuellement dirigé par le controversé politicien d'extrême droite Jair Bolsonaro, aurait le soutien de la droite et des petits pays comme le Paraguay et l'Uruguay dans la nouvelle législature. Des leaders centristes tels que Guillermo Lasso de l'Équateur seraient cruciaux pour toute coalition. La gauche contrôle les 8 autres pays, mais ils sont loin d'être unis. La Bolivie et la Colombie ont des leaders de gauche qui peuvent être très francs, tandis que l'Argentine est gouvernée par un parti de centre-gauche traditionnel. Le Chili a un gouvernement divisé, avec un président de gauche et un parlement majoritairement de droite. Avec 8 des 12 pays, la gauche semble avoir l'avantage pour élire un président ou un premier ministre en tant que leader du pays. Mais serait-il capable de s'entendre suffisamment pour prendre une décision? Le meilleur pari pourrait être que certains politiciens du centre-droit travaillent avec le centre-gauche et élisent Alberto Fernandez de l'Argentine comme leur premier leader d'une Amérique du Sud unifiée. Bien sûr, une élection approche bientôt au Brésil, et si Bolsonaro perd sa réélection face à l'ancien président de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva du Brésil, cela changerait toute la répartition du pouvoir dans le pays et donnerait à la gauche un contrôle absolu sur le législatif et la direction du continent. Une Amérique du Sud unifiée pourrait changer beaucoup de choses, y compris le rôle du continent sur la scène mondiale. Cependant, unifier l'Amérique du Sud aurait un inconvénient, la perte de pouvoir aux Nations Unies. Il passerait de 12 sièges à l'Assemblée générale et 12 sièges à répartir dans les différents conseils à un seul, une dégradation assez sévère. Ce compromis offre un avantage, une influence accrue en tant que puissance régionale, permettant potentiellement de négocier des réformes avec d'autres puissances régionales. Si le timing est approprié, cela pourrait réussir, notamment dans un domaine où la pression pour la réforme s'intensifie, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Dans ce conseil, tous ne sont pas égaux. Créé après la Seconde Guerre mondiale, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies accorde un droit de veto aux nations les plus puissantes, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Ces pays étaient tous membres des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale et sont parmi les pays les plus puissants du monde. L'Allemagne et le Japon ont été écartés pour avoir été du mauvais côté, et d'autres puissances régionales n'ont pas été considérées à l'époque. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui considèrent cela comme un reliquat du passé, préconisant son extension à de nouveaux pays puissants ou l'abolition totale de son droit de veto. Les nouvelles États-Unis d'Amérique du Sud pourraient s'allier à des puissances régionales comme l'Inde, l'Afrique du Sud et l'Égypte pour demander des réformes. Qu'en est-il du front intérieur de l'Amérique du Sud? Comment serait son armée unie? Les 12 pays de l'Amérique du Sud ont leurs propres armées, mais certaines sont beaucoup plus grandes que d'autres. Sans surprise, l'armée la plus importante d'Amérique du Sud est celle du Brésil, avec environ 1,7 million de militaires actifs et de réserves, la 8e plus grande mondiale. L'armée colombienne, bien que grande, a peu de réservistes, totalisant environ 330 000 membres, la classant 20e mondiale. Tous les Afghans ont des armées plus petites. Mais combinées, l'armée de la nation d'Amérique du Sud compterait environ 3,6 millions de personnes au total, ce qui lui donnerait le titre de 6e plus grande armée du monde. Les chiffres n'impliquent pas toujours la force. L'Amérique du Sud a largement réussi à éviter les plus grandes guerres mondiales. Hormis quelques heures mineures, ses principaux conflits militaires sont internes, comme la lutte de longue date de la Colombie avec les forces armées révolutionnaires de Colombie. Le dernier grand conflit international en Amérique du Sud était la guerre des Malouines, perdue de manière décisive par l'Argentine contre la Grande-Bretagne. De plus, aucun des 12 pays d'Amérique du Sud ne possède d'armes nucléaires ou de programme nucléaire, et les nouveaux pays sont interdits d'adhérer à la famille nucléaire en raison du traité de non-prolifération. Il est donc peu probable que l'Amérique du Sud soit perçue comme une puissance militaire mondiale immédiatement, ni qu'elle ait une raison de vouloir l'être. Mais la nation aurait accru son influence diplomatique. L'Amérique du Sud a 2 grands conflits territoriaux en cours.
et ils n'ont pas été en mesure de s'en rapprocher jusqu'à présent. Le premier est les îles Malouines, un petit groupe d'îles au large de l'Argentine qui est une possession britannique depuis 1771. Sa population est d'environ 3400 personnes, majoritairement des citoyens britanniques. Mais l'Argentine revendique les îles et les appelle Las Malvinas. Malgré la défaite argentine dans la guerre des Malouines, les îles demeurent un symbole de fierté pour l'Argentine et les pays opposés aux politiques britanniques. Une Amérique du Sud unie pourrait-elle plaider pour le retour des îles? La boule magique 8 dit « Les perspectives ne sont pas si bonnes ». Malgré l'émotion, d'importants obstacles logistiques empêchent le Royaume-Uni de céder les îles. Cela n'a jamais été officiellement détenu par l'Argentine. La Grande-Bretagne détient constamment le territoire depuis avant l'indépendance de l'Argentine, et la population majoritairement britannique préfère rester une partie de la Grande-Bretagne. La guerre des années 80 a accentué ces divisions, et sa réintégration en Argentine serait sans doute un processus complexe, entraînant le départ de nombreux résidents. Ainsi, même si l'Argentine peut maintenir sa revendication, il est peu probable que cette nation sud-américaine en fasse une politique officielle. Ils ont aussi des préoccupations territoriales plus importantes sur le continent. Cette bande de 3 petits pays au sommet de la côte nord de l'Amérique du Sud a été la bête noire de nombreux étudiants passant un quiz de géographie, et ce n'est pas seulement parce que l'un d'entre eux n'est même pas un pays. Bien que la Guyane et le Suriname soient indépendants, leur voisine, la Guyane française, reste la plus grande région ultra-périphérique de l'UE, administrée par la France. Sa monnaie officielle est l'euro, elle est reconnue comme faisant partie de l'Union européenne, et elle est gouvernée par une assemblée qui travaille avec le pays gouvernant. Elle ne compte qu'une population de 294 000 personnes, et elle est dominée par les forêts. 41% de sa superficie est un parc national. Alors, est-ce que ce statu quo est susceptible de continuer? En 2010, les résidents de la Guyane française ont eu leur mot à dire, votant lors d'un référendum sur le statut. Bien qu'on ne leur ait pas donné le choix de l'indépendance totale, ils ont eu la chance de voter pour devenir un territoire autonome qui se gouvernerait lui-même, ou pour être davantage intégré dans la République française. Les résidents de la Guyane française et d'autres territoires français déplorent des salaires et un niveau de vie inférieur à ceux de la métropole. Ceux qui cherchaient plus d'indépendance étaient fortement motivés lorsque le vote a commencé, et ensuite, 70% des votes ont été en faveur du maintien avec la France. Le mouvement d'indépendance s'est depuis calmé, mais cela pourrait changer dans notre scénario. Devenir indépendant est dur, mais on leur demandera maintenant s'ils souhaitent appartenir à un pays beaucoup plus grand. Cette décision serait-elle prise par les citoyens guyanais? Malgré l'influence croissante de l'Amérique du Sud en tant que nation unie, il est improbable qu'ils persuadent la France de céder son territoire, et un autre conflit avec une puissante nation européenne nucléaire ne leur serait pas bénéfique. Ils pourraient toutefois réussir à persuader les autorités françaises d'autoriser un autre référendum pour choisir entre rester dans la République française, rejoindre les États-Unis d'Amérique du Sud ou l'indépendance. Au début de l'Amérique du Sud en tant que pays unifié, les citoyens de la Guyane française resteraient probablement fidèles à ce qu'ils connaissent. Évidemment, l'Amérique du Sud a ses propres soucis. Créer ce nouveau pays est délicat. L'union de 12 pays est complexe, et les premières années des États-Unis d'Amérique du Sud seraient probablement marquées par des conflits, débats et défis de croissance, à l'instar des États-Unis. Vous cherchez d'autres hypothèses sur la politique mondiale? Consultez que se passerait-il si les terres étaient réparties équitablement, ou les plans d'Hitler si la victoire lui était échue pour une hypothèse plus sombre.